Donc, nous parlons de la psychologie. Comme vous le savez très bien, la psychologie est une science très importante pour l'enseignant. Un enseignant qui n'a pas pu acquérir des connaissances en psychologie aura toujours des difficultés de comprendre ses élèves. En effet, la psychologie nous permet non seulement de connaître l'élève, ou bien de déceler à tout moment des comportements cachés de l'élève, mais aussi de mener une réflexion qui nous permet d'avoir des solutions. Tel par exemple, vous allez constater qu'il y a un ou des élèves qui d'habitude sont toujours mobiles, sont toujours motivés. Ok? À un moment donné, ces élèves deviennent tristes. Ok? Alors, l'objectif pour vous l'enseignant, c'est quoi? C'est de comprendre ce qui ne va pas au niveau de l'élève. Vous constatez par exemple qu'il y a un élève qui d'habitude est toujours curieux et très intelligent, mais il arrive un stade où l'élève ne joue plus à sa curiosité, où l'élève ne semble plus être intelligent. Tout est lié à un ou des facteurs. Il y a toujours une source. Et c'est uniquement la psychologie qui nous permet de dénicher ces sources. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par la psychologie? Voilà, le concept psychologie ne paraît pas pour vous un concept nouveau, ok? Puisqu'à tout moment, nous avons toujours cette chance-là de faire des cours en psychologie. Et surtout moi, je fais toujours et réitère toujours les mêmes. Ok? Alors, finalement, qu'est-ce que vous comprenez par la psychologie? C'est quoi la psychologie et c'est quoi l'objectif de la psychologie vis-à-vis d'un enseignant? Pourquoi un enseignant doit avoir des connaissances en psychologie? Est-ce vraiment important? Oui. C'est quoi la psychologie et c'est quoi sa portée? Pour ne pas dire son objectif. Pour l'enseignant. La psychologie, c'est l'étude de l'âme humaine. L'étude de l'âme humaine. Oui, qui dit mieux? Et pourquoi vous étudiez la psychologie? C'est pour initier les élèves spirituellement. Pour détecter un caractère caché d'une personne. Oui? Qui d'autre? Oui, monsieur Ndébi. Pour étudier le comportement d'un individu. Très bien. Alors, on parle de la psychologie. La psychologie n'est pas une science inédite. Ok? C'est-à-dire une science qu'on étudie qu'à l'époque du XXIe siècle. Ok? C'est plutôt une science très antique, très ancienne. La psychologie existe depuis que l'homme existe. Ok? Qu'est-ce qui se passe? On va voir au début de la pensée humaine, c'est-à-dire depuis que l'homme a commencé à réfléchir, à avoir une philosophie, okay, il disposait déjà cette capacité d'appliquer la psychologie. Seulement, on va constater que cette science-là était renfermée, n'était pas autonome. Pourquoi? Parce qu'elle était une branche de la philosophie. Au début, qu'est-ce qu'on va voir? On voit la philosophie. On voit la philosophie qui est une science multidimensionnelle. La philosophie qui engorgeait toutes les sciences. Tout ce que vous apprenez donc notamment les mathématiques, la science physique, la biologie et autres appartenaient à la philosophie. Est-ce que c'est clair? Donc, on va voir aussi que la psychologie faisait partie de la philosophie. Et on la définissait comme l'étude de l'âme humaine. Donc, vous êtes élève, moi je suis psychologue, je dois étudier profondément votre âme, comprendre qu'est-ce qui cloche en vous,
Ok, donc c'était une métaphysique, disons, exceptionnelle, parce que étudier l'âme du prochain, c'est pas facile. Aujourd'hui, à l'époque actuelle, on va identifier ça comme la sorcellerie. Ok, mais avant, ce n'était rien qu'une pratique scientifique. Étudier l'âme du prochain. Alors, les jours évoluent, les époques changent, les sciences également prennent autorité sur elles-mêmes, les sciences également deviennent autonomes. Ok? Donc, à un moment donné, on va voir qu'il y aura maintenant ce qu'on appelle la déhiscence des sciences. Autrement dit, l'éclosion. La scission, la séparation entre les sciences. La psychologie te dit non, mais ce n'est pas. Tu ne peux pas toujours être esclave de la philosophie. La philosophie ne doit toujours pas être au-dessus. Ok? J'ai déjà des connaissances personnelles et des méthodes, alors je vais me défaire de la philosophie. Donc, la psychologie serait également une science autonome, comme on peut le voir avec les sciences exactes. Ok? Alors, quand la psychologie devient science exacte, au début, elle garde la même définition. Elle était toujours focalisée sur l'étude de l'âme humaine. Or, quelque chose va s'imposer, c'est qu'on va considérer la psychologie comme étant une science exacte. Et une science exacte, on nous appuyons sur les caractéristiques des sciences. Dès que lorsqu'on voit des sciences, obligatoirement, il faut voir qu'il y a la méthode, il faut voir qu'il y a des techniques, il y a des principes, qu'il y a l'observation qui fait partie des méthodes. Donc, grâce justement à ces méthodes, ok, à ces caractéristiques, la psychologie serait identifiée comme une science exacte. Ok? Mais en parlant de l'objet de la psychologie, il faut tenir compte qu'elle fait partie des sciences dites humaines. Ok? Est-ce que vous voyez la nuance? La psychologie est une science exacte. Lorsque on envisage ses caractéristiques, les aspects qui la définissent, ok, elle est plutôt science humaine lorsqu'on se focalise sur l'objet. Ok? Alors, définissons la psychologie comme science exacte. Nous savons très bien qu'avec la science, tout est démontré. Ok? Si un sujet n'est pas démontré, c'est que ce sujet n'est pas scientifique. En tenant compte de cette réalité, on découvre qu'il y a un blocage qui s'effectue, okay, entre le concept de psychologie et sa définition, son sens définitionné. On dit que la psychologie est une science exacte, mais comment est-ce que se fait qu'elle puisse encore étudier l'âme humaine? On dit non. Pourtant, en parlant de l'âme, l'âme est une substance métaphysique. Ce n'est pas une substance palpable. C'est une substance qu'on ne peut avoir avec le Dieu. C'est une substance qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas réellement étudier, puisque l'âme échappe à la volonté scientifique. Je ne sais pas s'il y a un appareil qui peut vous permettre d'étudier l'âme du prochain. Je ne sais pas si ça existe, mais je ne pense pas. Je ne sais pas si entre vous, si on se canalise sur la définition au sein de la psychologie, je ne sais pas si vous pouvez écouter, mais je ne pense pas. Bon, si vous étudiez l'âme de votre prochain, scientifiquement, est déterminée. Spirituellement, je peux dire qu'il y a par exemple l'âme de monsieur, rappelez-moi votre prénom, votre nom, de monsieur Tété, ok? L'âme de monsieur Tété, en ce moment, est à la maison. Ok? Ça, c'est de façon spirituelle que j'étudie ce cas. Mais scientifiquement, s'il faut déterminer, je ne pense pas que nous soyons à la hauteur. Ceux qui ont cette grâce-là, ok, l'intuition précisément, ils peuvent en être à la hauteur. Mais scientifiquement, nous ne pouvons pas. Donc, d'où la nécessité de changer la définition du concept psychologique. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas brutalement qu'on va changer la définition de ce concept, okay? Mais il y aura l'intervention des penseurs, précisément d'un psychologue, qu'on va appeler, oui, comment on va l'appeler? Comment on l'appelle? Sigmund Freud. Oui? Sigmund Freud.
C'est le mot Freud. Non, pas Freud. Il y a précisément celui qu'on appelle Weston. C'est lui qui viendra avec une vision inédite, okay, vis-à-vis de la psychologie. Lui dit non, vu que la psychologie échappe à l'observation scientifique, il faut donc changer de définition. Dorénavant, nous devons comprendre la psychologie, okay, comme l'étude du comportement humain. Comme l'étude du comportement. Alors, il faut préciser que Weston, okay, est un partisan d'une doctrine appelée behaviorisme. Alors, c'est quoi le behaviorisme? Quels sont les aspects qui définissent cette doctrine d'opinion qui behavioriste? Oui? Oui? Maintenant, je fais court. Ça, ce n'est qu'une petite répétition, okay, pour que M. Lagarde et bien ceux qui arrivent profitent. Ça pourrait dire que vous ne lisez pas. C'est quoi la question? Qu'est-ce qui définit, ou quels sont les aspects qui définissent cette doctrine appelée behaviorisme? C'est quoi le behaviorisme? C'est une doctrine. Oui, qui étudie quoi? Oui. Le comportement, précisément. Dites en français. C'est une doctrine qui étudie le comportement. C'est une théorie. Le behaviorisme, c'est une doctrine, une théorie, une opinion qui déduit la psychologie comme étant l'étude du comportement humain. Ok? Est-ce que c'est clair? Voilà, très bien. Et donc, c'était précisément en 1919 que cette définition sera changée par Weston. Okay? Et là, donc, la psychologie jusqu'à cette époque est considérée comme l'étude du comportement. Alors, vu qu'on parle de comportement, le comportement, c'est un concept qui mérite d'être décelé. Le comportement, comme nous le savons très bien, c'est un concept très populaire que les hommes parfois n'arrivent pas à détecter. Pourquoi? À comprendre. Pourquoi? Parce que le comportement, c'est comme une problématique, parce que le comportement présente beaucoup de phases, pour ne pas dire deux phases. Ok? Alors, pour parler de comportement, il y aura donc ces invités behavioristes qui vont arriver et qui vont parler de comportement. Premièrement, il y a ceux dont nous appelons les behavioristes qui vont parler du comportement, plutôt de l'influence du comportement. Eux, pour parler du comportement, ils vont d'abord voir un terrain vaste qu'on appelle le milieu. Ils vont définir comme le facteur premier du comportement. Mais justement aussi, ça c'est évident, le milieu c'est le facteur premier du comportement. Même avec la notion que nous allons voir, portant sur les facteurs de développement psychologique, vous allez voir comment nous allons parler du milieu. C'est le milieu qui fait le comportement, c'est le milieu qui crée un comportement. Ok? Certes, en vivant même dans une forêt, vous aurez aussi un type de comportement, ok? Mais c'est toujours aussi le milieu. Est-ce que vous voyez? C'est toujours le milieu qui crée le comportement. Ce n'est pas vous, ce n'est pas vraiment votre intelligence, mais c'est d'abord le milieu. Alors, les behavioristes vont définir le milieu comme la source première qui crée le comportement. Ils vont dire quoi? En voyant le milieu, on pose l'individu. Le milieu agit. L'individu réagit. L'individu réagit. Si vous êtes devenu comme ça, avec cette coiffure-là, c'est parce qu'il y a
Ok? Vous avez imité à travers le milieu et vous avez justement fait cette coiffure. Si vous êtes intelligent aussi, c'est parce qu'il y a le milieu. Donc, le milieu peut impacter de façon négative comme de façon positive. Ce n'est pas uniquement de façon négative, non. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les behavioristes vont entraîner une formule qui va donner naissance à... Vous voyez, c'est comment la formule? Oui? Stimulus, Réponse. stimulus, réponse. Voilà, donc, un stimulus, réponse. Le stimulus, ça devient comme la stimulation, ce qui crée. Ok? Donc, venant du milieu, et la réponse, c'est le comportement engendré. Ok? Entre un Congolais et un Français, il y a toujours quelqu'un. Le comportement. Non, je ne dis pas que c'est le Congolais qui a un comportement malsain. Ok? Le Français aussi présente un comportement malsain. Ok? Mais ça dépend du milieu. Dès qu'on va le voir, le Français, quand ça ne marche plus parfois, il devient quand même plus que pas. Il marche là, complètement nul, ils sont fous. En France aussi. En France, je dis bien je voulais parler des autres. Des blancs. Se déshabille, se met plus de l'homme. Mais vous ne voyez pas ça. On parle tout simplement de la carnation blanche, c'est tout. Lorsqu'on définit la carnation blanche, on voit ce genre de comportement. Mais jamais vous ne verrez un Congolais, bon, peut-être le Congolais d'aujourd'hui qui limite avec les hommes, qui deviennent aussi comme. Oui, il y a des Congolais et des Congolaises, de les jours à ce moment, qui vont aussi se déshabiller et marcher. Voilà. Donc, tout ça, c'est toujours le comportement de milieu. Alors, il faut tenir compte que le milieu, ok, ou bien cette pensée-là, ou bien cette approche n'est pas suffisante. Il y a une approche qui va apparaître, qu'on va appeler le néo-behaviorisme. Nous avons néo, qui veut dire nouveau, ok. Les néo-behavioristes vont apparaître et dire non, mais lorsqu'on limite le comportement, ok, au milieu, c'est un problème. Cette thèse-là est insuffisante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit le milieu, on pense au comportement extérieur. Le comportement que vous manifestez dans le milieu, dans un milieu, c'est un comportement externe qui est visible. Si on arrive à décider, à juger ce comportement, okay, c'est parce que c'est visible. On dit non, mais ce n'est pas suffisant. Il faut tenir compte qu'il y a aussi un comportement caché. Un comportement qu'on ne peut pas déceler avec l'œil. Mais un comportement plutôt qu'on peut déceler en faisant quoi? Un comportement qu'on peut déceler en appliquant quoi? En appliquant une méthode. Mais visiblement, vraisemblablement, on n'a pas vraiment besoin d'appliquer une ou des méthodes pour déterminer le comportement visible, qu'on appelle le comportement externe. Donc voilà là, votre façon de parler, vous définissez déjà. Votre façon de faire, vous définissez. Ok? Est-ce que vous voyez? Tout ce que vous faites, les gestes, les mouvements, sont relatifs, renvoient au comportement externe. Or, le comportement interne ou intérieur, c'est ce comportement-là qui paraît plus bizarre. Pour décortiquer, pour déceler ce comportement, il faut faire une analyse ou plutôt faire appel à une méthode psychologique. Alors, en tenant compte de cette réalité, les néo-behavioristes vont dire, cette fois-ci, il ne faut plus prendre que le milieu, okay? Il faut aussi considérer la personnalité. Cette approche serait similaire, identique à l'approche qui va succéder. L'approche qu'on va appeler l'approche du néo-cognitivisme. L'approche du cognitivisme. Donc, cognitivisme, on ne va pas qu'il y a des conditions. Okay? Voilà. Donc, cognitivisme, on a des conditions, il y a un mot aussi entre la définition là. Okay? Donc, ça renvoie un peu à l'ensemble des procédés pour accéder à une connaissance. Tout ce qui se passe dans votre cerveau, okay?
toutes ces opérations-là, tous ces procédés pour avoir une connaissance. Alors, ce que vont dire les collectivistes, eux, ils vont stipuler que non plus il n'y a pas que le milieu, mais il faut tenir compte aussi de la personnalité. Tenir compte de la personnalité. Donc, on a la personnalité. Pourquoi donc, c'est d'abord la personnalité qui est au-dessus. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous ne verrez jamais de position de l'université. Ok. En train de. Il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire. Là, je vais maintenant empêcher de venir sur le comportement. Vous ne me verrez jamais en train de fumer. Là, côté. Ok? Parce que je sais comment influencer le comportement. Et cette approche m'est identique. Donc, ils vont donner quelle formule, personnalité. Oui? Stimulus d'abord. Stimulus. Stimulus, très bien. Personnalité, réponse. Vous n'êtes pas dans le cours, vous êtes loin. Madame Saga ne dormait pas. Je fais cours, c'est une répétition comme d'ordinaire. Je fais un cours pour les autres, je fais cours pour vous. Pour que vous compreniez, vous vous attrapez sur des points que vous n'avez pas peut-être bien compris. Les deux messieurs, réveillez-vous. On vous a tellement volé de l'argent. Plus de l'argent. Vous prenez comme ça, vous dites non, allez donner 5 000, 10 000. Et moi-même là pour mon cœur. Non, il ne faut pas trop gérer la femme. Teacher. Hein? Voilà, très bien. Teacher. Au niveau de cette approche, on a encore une approche qu'on appelle l'approche psychosociale. Psychosociale. L'approche psychosociale. Et ici maintenant, ok, on ne va plus parler de personnalité, ici on va parler de quoi? Statut. Ici on va parler du statut. Le rôle que vous avez dans la société. Vous manifestez votre comportement selon le rôle ou le statut que vous avez. Ok? Très bien. Voilà. Alors, en dehors des comportements, on va voir qu'il y a bien évidemment aussi ce qu'on appelle par des méthodes. Ok? Nous avons des méthodes en psychologie pour enseignants que vous devez appliquer afin de comprendre vos élèves. Une fois que vous avez la maîtrise, ok? Vous n'aurez plus peur. Moi, ça fait partie des méthodes que j'applique et quand j'arrive dans les écoles, je me suis complètement aligné. Quand je constate que vous montez votre petit numéro, à partir des méthodes, je vais décider votre point faible. À partir de votre point faible, je serai meilleur, je serai au-dessus. Donc, parmi ces méthodes, on a la méthode d'abord dite, la méthode d'observation. La méthode d'observation. La méthode d'observation, c'est la méthode première que vous devez mettre en place. Observer, ce n'est pas tout simplement relooker une plateforme. Vous êtes là, vous allez relooker sur une plateforme. Mais c'est plutôt une analyse. Okay? C'est plutôt une étude. Okay? Donc, nous, on va définir l'observation comme. Oui? Ce n'est pas l'observation. C'est considéré avec attention, avec réflexion. L'observation, c'est. Observer, c'est. Regarder. Envisager avec attention. Regarder avec. Non, pas envisager. Il ne faut pas prendre le mot. C'est fait de prendre le mot scruter. Envisager, c'est autre chose. C'est un peu. Hein, c'est un sens un peu trivial. Comment vous m'envisagez? On vient rééduquer. Ça, il faut faire ça, il faut utiliser les mots là. Lorsque vous voulez utiliser les jeunes filles. Mais pas lorsqu'il s'agit de parler là. Ok? Pas contempler. Contempler aussi. Bon, oui, dans la contemplation, on peut observer. Ok? C'est ce que je mets souvent en jeu. Voilà. Donc, nous avons la méthode d'observation. On avait déjà fait cette partie-là. Dans la méthode d'observation, on va voir qu'il y a l'observation interne et l'observation externe. Okay? L'observation externe, c'est celle-là qu'on peut facilement maîtriser en prenant compte tout simplement des réalités physiques, des mouvements, des gestes, des autres. Okay? À la tête que le monsieur dit dehors au fond, je peux déjà déterminer que le monsieur, non seulement il a sommeil, mais aussi il a des rythmes. Il y a aussi l'observation interne, okay?
Dans l'observation interne, on va d'abord l'enseignant lui-même, puisqu'on parle aussi de l'auto-observation. C'est là où on va intervenir à l'intervention de l'expression suivante. Vous ne pouvez pas être le sujet d'observation et être observé. Donc, vous, enseignant, peu importe ce qui se passe, vous avez un problème quand vous arrivez en salle de classe, faites l'effort de ne pas exprimer votre sentiment. Si vous êtes en colère, vous ne pouvez plus observer et sans problème. Il faut comprendre aux élèves. Et on parle sur la méthode d'expérimentation qui est une méthode très pragmatique. Une méthode très pragmatique. La méthode d'expérimentation. La méthode d'expérimentation, c'est cette étude systématique, c'est cette méthode qui nous permet de bien comprendre le comportement caché en appliquant les différentes étapes étudiées. À partir de cette méthode, vous pouvez taquiner par exemple l'individu. Ok? Je me présente devant vous. Je dis, monsieur, vraiment, votre profil là, juste pour voir votre réaction, pour découvrir votre comportement. C'est une méthode que j'aime beaucoup et c'est une méthode fondamentale. C'est une méthode qui ne trompe pas, qui ne ment pas. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez venir par exemple à madame. Quand l'enfant est tellement triste, vous allez terminer un peu l'enfant. Vous avez mangé quoi? Lorsque vous dites que vous allez manger quoi, si l'enfant n'a pas mangé, surtout pour les enfants, et même les adolescents, ok? Rapidement, il peut intervenir et dire que madame, je n'ai pas mangé, je n'ai rien mangé. Vous découvrez déjà. Mais quand vous découvrez, ne déterminez pas déjà ce que vous cherchez, ce n'est pas la solution. Il faut appliquer d'autres concepts, ok, pour avoir la certitude. En dehors de ça, nous avons d'autres méthodes très importantes. Ok, nous avons aussi la méthode qu'on appelle la méthode du texte. Nous avons la méthode, oui, quelle méthode avons-nous? Si vous prenez note. La méthode clinique. La méthode clinique, c'est une méthode souvent mise en jeu dans des cabanes. L'objectif, c'est d'apporter une thérapie. Mais avant d'apporter des thérapies, il faut d'abord aller chercher la jeunesse de la situation. Okay? Donc, la situation ou le sujet qui a déclenché. Okay? La situation a peut-être lorsqu'on voit un fou. Avant qu'il soit fou, il y a toujours un sujet, il y a toujours une situation. Donc, c'est en décevant cette situation-là qu'on a comme début. Il y a aussi une méthode très importante qu'on appelle la méthode des enquêtes. Au niveau des méthodes de la méthode des enquêtes, là, c'est comme ce qu'on appelle des... Donc là, c'est comme l'échange entre l'enseignant dans le cadre de l'éducation et l'élève. Vous discutez un peu, vous vous taquinez, voilà, pour découvrir un peu plus. Ok? Voilà, très bien. Nous avons aussi d'autres méthodes importantes que nous allons ajouter. Et en dehors de ça, on a aussi ce qu'on appelle des broches. Et avec lesquels on va expliquer. Donc nous allons compléter là où nous étions arrêtés. La méthode des enquêtes. Vous pouvez, non, vous pouvez, ça c'est bon. Enregistré.